Depuis un certain moment, le palais de Toudi est en ébullition. Pas de sérénité, puisque d'ailleurs le contre-amiral Fouda lui-même a été chassé. Mais derrière cela, il faut savoir qu'il y a un complot qui avait déjà été dénoncé. Je vous avais déjà parlé de cette situation où un colonel avait d'ailleurs été reversé au bir parce qu'il avait dit que les terroristes allaient bombarder le palais. Mais cela ne s'est pas arrêté là dans la mesure où des armes sont en train d'entrer au Cameroun par fourgons entiers. Qui est donc derrière ce trafic d'armes? Bien évidemment, vous avez pu constater qu'un membre du gouvernement, qui pourtant n'est que ministre des Finances, mais avait fait une sortie à travers un communiqué pour dire que ces éléments de la douane avaient arrêté des munitions, avaient mis la main sur des munitions. À pareille occasion, c'est le ministre de la Défense qui doit parler. C'est le ministre de l'administration territoriale qui doit parler. Et même le porte-parole du gouvernement. Et même le délégué général à la sécurité nationale. Mais non. C'est plutôt lui, Paul Motazé, qui a parlé de ces armes, que dis-je, de ces munitions qui ont été arrêtées ou alors qui ont été interceptées par les services de douane. Auriez-vous imaginé que des munitions peuvent arriver au Cameroun sans fusil? Si les munitions viennent, cela veut dire qu'il y a déjà eu des armes. Et encore que la qualité de ces munitions qui nous ont été servies, ou plutôt qui ont été présentées, c'était des munitions pour des armes de guerre. Mais on a voulu mater, pas mater, on a voulu plutôt déformer la réalité, couvrir la vérité et nous raconter des bobards. Et parmi ces bobards, les autorités camerounaises sont en train d'utiliser les influenceurs pour leur dire qu'on est en train de chercher un officier qui a déserté. Pourtant, qui était au renseignement, chef de bureau des renseignements. Chef bureau des renseignements de la direction de la sécurité, non, de l'état-major, de la présidence de la République. Ce jeune monsieur, c'est le capitaine Effoudou. Pour nous envoyer dans les buissons, on nous a donc fait comprendre que le capitaine Effoudou, qui a été reversé, chassé du palais, serait actuellement en cavale. Un mandat d'arrêt a été décerné contre lui, ou plutôt un avis de recherche, mettez tout ce que vous voulez, contre cet homme. La question, pourquoi? Et on nous envoie encore dans les cordes. On nous dit qu'il est impliqué dans l'affaire de Pat Diamant et le contre-amiral Fouda. Quelqu'un qui est impliqué parce qu'il voulait juste faire libérer Pat Diamant, qui d'ailleurs est libre, qui est au Cameroun. Comment vous le cherchez donc? L'affaire est très grave. Ça ne concerne ni Pat Diamant, ni tout ce qu'on vous raconte.
mais juste la dénonciation d'un coup d'État avec des membres du gouvernement. Et l'enquête, les révélations ont été faites par le capitaine Effoudou. L'affaire est d'autant plus grave que lorsqu'on dit qu'on est en train de le rechercher, on nous parle de désertion. Dans les désertions, est-ce qu'on part récupérer quelqu'un avec des hommes armés jusqu'aux dents? Un groupe de tueurs, dont 5 membres d'un commando, a donc atterri chez le capitaine Effoudou qui, heureusement, avait déjà déserté la maison. Le plan monté était d'aller la battre parce que il est très encombrant et son témoignage est nuisible par rapport à ceux qui avaient programmé prendre le pouvoir avant 2025. Mais ils ne l'ont pas trouvé parce que déjà, il avait fui sa maison de fonction depuis qu'il a été reversé. Je vous dis qu'il était au palais, mais il a été reversé sous prétexte que non, il aurait inventé une histoire pas possible concernant l'entrée des armes au Cameroun. Et pourtant, cela est la réalité. Le capitaine Effoudou avait reçu un renseignement. Mais si je vous ai dit qu'on voulait le tuer, c'est parce que il a voulu aller avec son enquête au bout et avait rendu compte au président de la République. Ce qui n'a pas plu non seulement en Ngongo, mais aussi à Tangandji. Et même Rémy Zemeka, ancien ministre de la Défense, et qui se retrouve aussi dans ce coup. Et c'est lui qui voulait faire le coup. Parce que comme je vous dis qu'on voulait aller tuer Effoudou, on allait dire dans le rapport, selon le complot qui avait été fait, qu'ils sont arrivés chez lui et il a ouvert le feu. Donc ils étaient obligés, légitime défense, on l'a descendu. Mais ils ont eu la malchance qu'il n'est pas là. Tout vient d'un renseignement de ce monsieur qu'on appelle Mouamadou Sani. Voilà sa carte de visite. Sa carte de visite, c'est qu'il est conseiller défense. Mais ce qui attire l'attention, c'est que il dit que non seulement il est médaillé de l'OTAN, mais surtout, il est dans l'ISAF en Afghanistan. Et pourtant, la carte de visite, vous voyez, République du Cameroun. Boîte postale 76, 64, Yaoundé. Machin, tout ça. Téléphone, Gmail, ceci et cela. Voilà sa carte de visite. Ce monsieur se fait passer pour... se faisait passer pour un commandant. Or, c'est un ancien légionnaire français. Le Cameroun n'a pas une unité de défense, n'a pas une armée positionnée en Afghanistan. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? À partir donc des notes de renseignement, à partir donc de quelques renseignements, et ces renseignements viennent de qui? De l'ancien ambassadeur français, Christophe Guilou. Le capitaine Effoudou, avec la bénédiction de son chef, c'est Amougou, le général, qui est chef d'état-major. Il lance donc cette enquête. Et cette enquête va aboutir à une saisie magistrale. C'est-à-dire, on va se retrouver dans la maison de ce monsieur
au Golfe. Ce sont les éléments de la CEMIL qui sont envoyés. Quand les éléments de la CEMIL arrivent là-bas, on va trouver des armes de guerre. Ces armes de guerre, comment elles sont entrées au Cameroun? Je vais vous montrer quelques-unes. Vous voyez que ça, c'est des armes qu'on a retrouvées là-bas. C'est des armes de guerre. Pour qu'une arme entre au Cameroun, une arme de guerre, une seule personnalité est habilitée de signer l'autorisation. C'est pour le bien. Même pas le ministre délégué à la défense. Personne d'autre. Or, il se trouve que quand le monsieur est cuisiné, on va retrouver l'autorisation d'importation d'armes qui ont été signées 26 fois. Donc les armes sont entrées au moins 26 fois au Cameroun. Et c'est signé par qui? À Tanganji. Voici ça. Le ministre de l'administration territoriale, voici ça, République du Cameroun, ministère de l'administration territoriale, cabinet du ministre, ceci et cela. La référence 00076, machin et tout, Yaoundé. Et ça, depuis septembre 2018, donc avant même l'élection présidentielle, la dernière. Le ministre de l'administration territoriale, autorisation d'importation d'armes. Le ministre de l'administration territoriale autorise M. Sani Mouamadou, conseiller de défense, à importer à partir de Malte 2 armes de marque Luvo AR-15, calibre 223 REM, et Glock 19, calibre 9 mm. Voilà Tanganji qui signe. Et il a reconnu cela parce que l'affaire va monter. Quand le capitaine Efoudou se met donc à faire l'enquête, voici le message porté. Chef, capitaine Efoudou, pour qu'il soit accompagné, parce qu'il sera convoqué par le colonel Otoulou. On veut déjà étouffer l'affaire. Texte numéro 0031-4 MP-GN 240 du 24 avril 2023. Parce qu'on arrête ce Sani à la CEMIL. Il séjourne là-bas. Mais en ce temps, tous les brontosaures du régime là, dont les Ngongo, à Tanganji, ils demandent qu'on libère, y compris Rémi Maka, qu'on libère ce monsieur qui fait entrer des armes de guerre au Cameroun. Et que surtout l'affaire ne doit pas être portée à l'attention du chef de l'État. Lorsqu'on le convoque, voici donc, on le convoque la première fois. Il arrive, il donne sa version des faits. Mais on lui dit l'affaire est très grave. Il faut qu'il change de version. Qu'ils disent que non, il s'est trompé parce que si ça arrive aux oreilles du chef de l'État, ça risque de faire ceci, cela. Lui, il dit, je ne peux pas. Après, on le convoque. Et là, maintenant, c'est là où le général Amougou fait donc qu'il soit accompagné. Convocation administrative, comme suite à la recherche en responsabilité ouverte relativement aux activités suspectes du nommé Mouamadou Sani, activité ayant entraîné une suspicion de menace à la sécurité de l'État. Et en exécution, instruction hiérarchique, honneur vous demander respectueusement de bien vouloir inviter capitaine Efoudou
EMP, PRC, officier ayant procédé à l'audition du nommé Mohamedou Sani à la division C1000, à se présenter au bureau du colonel DS-GN le mardi 25 avril à 9 h. Voilà ça. L'affaire commence donc à chauffer. Or, il se trouve que l'ambassadeur veut rencontrer Biya. L'ambassadeur qui a dénoncé le complot cherche donc, parce qu'il voit que l'affaire n'est pas arrivée jusqu'à Biya. Ngongo lui donne rendez-vous au FEMUS, un ambassadeur au FEMUS. Ngongo arrive là-bas, lui dit, vous ne pouvez pas voir le président Biya. Qu'est-ce que vous voulez lui dire? Il lui dit, c'est secret, c'est à nous deux. Et j'ai aussi une lettre du président Macron. Ngongo lui dit, à partir de maintenant, vous ne pouvez plus voir le président, vous ne pouvez plus voir M. Biya. C'est maintenant avec moi que vous devez traiter. Remettez-moi le courrier. On ne va pas remettre le courrier à Ngongo. Il ne va pas remettre le courrier à Ngongo. Mais va passer par une femme pour atteindre Biya. Et cette femme est une élue, c'est une parlementaire, qui elle-même va passer par Mvondayolo. Donc il y aura Mvondayolo qui va tenter de remettre la lettre à Biya. Deuxième coup, on va faire passer la lettre par la chaussure de Chantal Biya. On va introduire la lettre dans sa chaussure. Elle va remettre à Biya. Il apprend le dossier. Il regarde. Et nous sommes là aux alentours du sommet de la semaine. Il laisse ça passer. En ce temps, il se replie en Boumaka. Parce que l'affaire est très grave. Que, mais cette histoire-là, mais c'est en train de... Il se replie en Boumaka. Quand il monte à Yaoundé, il convoque Ngongo. Il demande à Ngongo, est-ce que tu peux m'expliquer ça? Ngongo se met en colère, mais il ne peut pas se mettre en colère devant Biya. Il comprend que la lettre, les renseignements sont arrivés jusqu'à Biya. Il convoque une réunion de sécurité où il invite les Atanganji, il invite le général Amougou, qui est un vieux qui a peur de tout et tout et tout et tout. Il commence à gronder. Une seule personne a eu le courage de dire à Atanganji que, mais, monsieur Atanganji, vous n'avez pas le droit de donner les autorisations de l'entrée des armes de guerre au Cameroun. C'était le ministre délégué à la Défense. Le général Melingi a presque renié son élément quand il a vu que Ngongo était déjà en colère. Bref, on s'est donc débarrassé de celui qui menait l'enquête, de celui qui avait la vérité, c'est-à-dire que le capitaine Foudou, qu'on veut déjà dire comme si c'était qu'il était impliqué dans l'affaire de Pat Diamant. L'affaire de Pat Diamant, celui qui était impliqué là-bas, c'était le colonel Mbek, avec le contre-amiral Fouda. Et d'ailleurs, on a aussi reversé le colonel Mbek qui avait déjà passé 17 ans. 17 ans à la présidence de la République et plus précisément comme l'adjoint du contre-amiral Fouda. Donc actuellement, vous voyez là, le contre-amiral Fouda, lui a été viré. Son adjoint a été viré. Le capitaine Foudou a été viré. Et maintenant, on cherche à le tuer. Et on commence donc à vous dire que non, c'est que, et là, machin, il a été impliqué dans l'affaire de Pat Diamant. Mais là, Pat Diamant n'avait pas les armes. Pat Diamant au Cameroun. Comment est-ce qu'on veut maintenant nous faire croire ça? Je vais donc aussi vous lire ce document. Présidence de la République, état-major particulier, fiche
à l'attention du colonel chef service des opérations, systèmes d'information et de communication. Pour la haute information du général de brigade aérienne, chef d'état-major particulier du président de la République. Objet. Enquête de sécurité. Référence TO numéro 023 00 440 bar MP Mindef bar 018 du 7 mars 2023. Pièce jointe 7 photos. D'ailleurs, je pourrais vous montrer après les vidéos. Suite à la correspondance ci-dessus référencée et dont l'objet est repris en marge, le chef bureau renseignement de l'état-major particulier du président de la République a l'honneur de rendre compte de ce qui suit. En date du 21 février 2023, j'ai reçu une information selon laquelle un individu se présentant comme chef de bataillon et conseiller défense du ministre de l'administration territoriale, MINA, sème le trouble en menaçant verbalement son voisinage au quartier Bastos, Montferré, à Yaoundé. Par ailleurs, ce dernier constituait déjà pour nous une piste relative à la présence frauduleuse d'armes de guerre sur le territoire national. Y faisant suite, j'ai immédiatement saisi la division de la sécurité militaire, DIV Semil, par le biais du lieutenant Belmarc, chef du bureau enquête, qui, sous la coordination du colonel Banqui Émile Jouel, chef de division de la sécurité militaire, s'est aussitôt déporté sur les lieux avec une équipe et a procédé à la perquisition du domicile du nommé Sani Mouamadou, né le 18 décembre 1982 en Konsamba. Il y a été découvert un fusil d'assaut Luvo LA 15, numéro SA 50 150 11, de fabrication tchèque, avec une lunette de visée nocturne par laser infrarouge, un chargeur garni de 28 munitions de guerre de calibre 5,56 x 45 mm et un pistolet automatique de marque Glock 19 avec un chargeur garni de 15 munitions de calibre 9 mm. L'intéressé ainsi que le matériel saisi dans son domicile ont été conduits à la division de la sécurité militaire pour exploitation. Après son audition, il en ressort que ce dernier ne serait pas seul détenteur de ce type d'armement, car faisant partie d'un vaste réseau de trafic d'armes de guerre, dont une partie alimenterait les différentes rébellions centrafricaines, mais aussi préparant un éventuel coup de force visant la déstabilisation des institutions de la République du Cameroun. D'autant plus que plusieurs dignitaires du régime en place ont eu à intervenir pour la libération sans délai du mis en cause, parmi lesquels le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangadji, le ministre chargé des missions à la présidence de la République, Philippe Mbargamboua, l'ancien ministre de la Défense, Zemeka Rémi, signé Bureau de renseignement, colonel Ekanga, vu et transmis à la haute information du général CMB, présidence de la République, à titre de compte rendu, et ayant l'honneur de proposer qu'une information complète sur cette affaire soit instruite. Avant cela,
j'avais une note d'information. Cette note d'information, bien évidemment, vous allez voir des noms parce que vous savez, pour faire parfois mousser, on ajoute Camto. Cette note d'information toujours relative à cette affaire. Pour la très haute information du chef de l'État. Des informations dont la source est éminemment crédible font état de ce qu'un coup de force politique est en gestation pratiquement 70% prêt à passer à l'action. Des proches collaborateurs de M. le Président de la République, dans leur ambition de prendre le pouvoir, ont préparé, organisé et prêt à mettre en œuvre leur funeste destin de mettre le chef de l'état-major hors jeu au cours de son voyage annoncé pour Bruxelles. Dans leur stratagème, ils ont commencé par écarter du président de la République, depuis près de 6 mois, monsieur l'ambassadeur de France au Cameroun, monsieur Christophe Bilou, qui est détenteur d'un ensemble d'informations particulièrement sensibles à l'attention du chef de l'État. Parmi ces informations dont nous avons connaissance, M. Ferdinand Ngongo, ci-devant ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, s'apprête à prendre le pouvoir politique 5 jours après le départ du couple présidentiel pour Bruxelles, par le biais de mercenaires qui sont déjà installés dans la ville de Yaoundé et en périphérie depuis le début de la Coupe d'Afrique des Nations. Le président de la République reçoit des notes de renseignement tronquées par le secrétaire général de la présidence de la République lui-même. Dans son réseau se trouve Jean Kouété, que nous qualifions de traître, qui a reçu le leader du MRC dans la résidence au quartier Omnisport la veille du lancement de la campagne présidentielle d'octobre 2018. Monsieur Luc Sinjoun, il avait dit que je ne dois plus prononcer son nom. Voilà ça que je prononce. Fais alors ce que tu veux. Luc Sinjoun, je reprends. Monsieur Luc Sinjoun, je reprends encore. Monsieur Luc Sinjoun, conseiller spécial du président, un traître égal. Il y a même Maurice Kamto qui fut l'enseignement de Ngongo à l'Éric et pendant lequel ils ont entretenu des relations plus qu'intimes pour être pudiques. Ces deux se connaissent très bien depuis des années et le fait de le placer en détention ne faisait partie que d'une stratégie savamment pensée. Je dis, c'est la note d'information, ce n'est pas moi. Puis, Eran Moïse, assistant technique auprès des bataillons d'intervention rapide, qui est son ami intime, son homme et un de ses prénoms dans de nombreuses affaires, c'est son bras armé. Ils ont pris de côté d'importantes cargaisons d'armes parmi les livraisons du BIR en prévision de leur coup de force. C'est ce même Eran Moïse qui est le promoteur de la structure en charge de la sécurité des aéroports de Yaoundé et Simalène et de Douala, des ports de Kribi et de Douala également. Tout ceci a été fait à dessein afin de contrôler l'accès aux différentes portes d'entrée aéroportuaires et maritimes afin d'éviter toute réaction pendant leur coup de force. Monsieur Etoura Galax, secrétaire d'État en charge de la gendarmerie nationale, avec qui le SGPR entretient une étroite proximité, qui fut son ancien collaborateur au secrétariat général de la présidence et qui lui obéit au doigt et à l'œil. D'ailleurs, ce dernier reçoit et s'adresse au SGPR sans passer par sa hiérarchie qui est le ministre de la Défense. M. Mbargambois Philippe, son homme de main et son émissaire
auprès des élites du Mfundi. Le moment venait. Monsieur Atanganji Paul, ce dernier est celui qui a placé tous les pions d'Ngongo au sein du corps de la préfectorale. Il obéit au doigt et à l'œil au SGPR également. Madame Ketia Cortés, cette dame, aux mœurs très légères, entretient des relations intimes avec le SGPR, qui ont d'ailleurs été surpris dans le bureau du SGPR dans des attitudes indignes. C'est elle qui a monté des notes d'information contre son prédécesseur, à la demande du SGPR, qui lui en voulait d'avoir fait des rapports au chef de l'État relatifs à l'incapacité de notre pays à organiser la CAN en 2019. Cependant, M. Ngongo n'est pas seul dans cette visée à profiter du déplacement du président dans les prochains jours. Il y a également M. Dupol Motazi, en complicité avec M. Essoloran, Amugoubelinga, Larieux, ancien premier conseiller à la retraite de l'ambassade de France au Cameroun, qui est un véritable poison. Le général de division Ewo Yenwo, directeur de la sécurité présidentielle, et le colonel Evinando Dieudonné Magloire, son homme de main, qui est très intime à ce groupe. Le promoteur du groupe L'Anecdote a régulièrement gagné des marchés à la direction de la sécurité présidentielle. D'ailleurs, depuis 2011, ils sont également cités dans un coup d'atteinte à la vie du chef de l'État et qui a heureusement avorté. C'est ce dernier, en l'occurrence Philippe Larieux, qui sert de courroie de transmission entre certains milieux français dont la tête de proue est Vincent Bolloré, en effectuant une diplomatie parallèle. L'ambassadeur de France au Cameroun n'est pas concerné par ces mouvements en préparation. Il en a même la clé de dénouement. Nous avons eu la chance de lire les rapports favorables faits par ce dernier au président français Emmanuel Macron, dont il ne manque pas de souligner à plusieurs reprises que, ouvrez les guillemets, le président Paul Biya est un dirigeant charismatique et très populaire au Cameroun, quoi que disent certaines ONG de mauvaise foi. Fermez les guillemets. Le SGPR a eu à l'inviter au restaurant Le Famous, appartenant à Eran Moïse. Et au cours de leur entretien, il fut scandalisé d'entendre de la bouche de M. Ngongo que le président Biya est fatigué et que c'est lui actuellement qui gère le pays et que par conséquent, il a besoin de son soutien auprès des hautes autorités françaises et de l'Union européenne. Il a fermé la porte de l'ambassade et il a fermé la porte à l'ambassadeur de France au Cameroun, d'où la question de savoir pour quelle raison et quel but ferme-t-on les portes à un diplomate si devant représentant d'une puissance comme la France et dont les relations sont historiques avec le Cameroun. Par conséquent, il serait hautement souhaitable que Monsieur le Président de la République puisse, autant que faire se peut, recevoir l'ambassadeur de France au Cameroun qui a des informations capitales pour la vie du couple présidentiel. La France soutient le président Paul Biya et l'ambassadeur Guilou en premier. Le président Macron l'écoute énormément, nous le savons. Aucun des collaborateurs du chef de l'État n'est infiltré dans le dispositif français au Cameroun, comme nous actuellement. Nous n'avons pas besoin de violence et de sang actuellement. Ils vous ont tellement menti, et à Mme Chantal Biya, pour leurs intérêts égoïstes, alors qu'ils ont tous reçu de vous. Nous avons la possibilité de faire venir Emmanuel Macron au Cameroun pour une visite d'État, si et seulement si le chef de l'État soit d'accord avec cette démarche. Nous ne recherchons aucune récompense sauf la satisfaction d'avoir protégé le président de la République
et Madame Chantal Biya, de tous les apprentis sorciers qui pensent qu'ils sont invisibles. Mesdames et messieurs, cette note de renseignement, c'est ça qui a donc fait que Paul Biya décide de recevoir Christophe Djilou. Et vous avez pu voir que ils ont à plusieurs reprises échangé. Vous avez pu voir aussi l'arrivée de Macron au Cameroun. Donc ce n'est pas du pipeau. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que malgré que toutes ces personnalités soient citées, le délégué général à la sûreté nationale, Martin Bargangele, qui d'ailleurs était dans la réunion convoquée par Ngongo, avait fait une interdiction de sortie de territoire contre le commandant Mouamadou Sani. Mais mesdames et messieurs, ce monsieur s'est envolé par Air France le 27 avril 2023. Par Air France. Voici les passagers qui étaient à bord. Voilà. Ça ne sert à rien de lire tous les passagers. En plein jour, à l'aéroport de Yaoundé-Simalem, quelqu'un a interdiction de sortie du territoire. Voici son nom. 97. Mouamadou Sani. À destination de Charles de Gaulle. Il était sur le siège B019. J'ai encadré ça. Voilà ça. Mesdames et messieurs, depuis un long moment, moi je vous parlais d'hier du coup d'État où il y avait tout ce monde ici. Depuis un moment, je vous disais que les armes entrent. Et les munitions que lui, Paul Motazé, vous a montrées, ces munitions ne correspondent qu'aux armes qui ont été saisies chez ce Mouamadou Sani. Lui, Paul Motazé, s'exhibait donc comme s'il a réussi à faire un exploit pour fermer les yeux des Camerounais, pour qu'on se dise qu'ils sont en train de travailler, alors que beaucoup d'armes sont déjà entrées, ainsi que des munitions, les armes de guerre. Les armes de guerre. Et celui qui a fait l'enquête, c'est celui-là qui est maintenant poursuivi. Pourtant, l'ambassadeur avait confirmé ces informations. Qui a fait que quelqu'un qui est interdit de sortir du territoire, qui devait être mis à la disposition de la justice et traduit au tribunal militaire, qu'il quitte le Cameroun? Qui? Les voilà donc, les mêmes. C'est le même clan. Et voilà pourquoi est-ce que ce clan-là également avait des intérêts à éliminer Martinez Zogo. Martinez Zogo s'est retrouvé dans une affaire, parce que vous allez voir ici, il y a les Gambiens, l'adjudant Gambie, eux tous, ils sont là. Ce sont les mêmes qui ont aussi écarté le colonel Aïssi. Rappelez-vous, c'est le colonel Aïssi qui est parti arrêter à Mokobelinga. Et dès qu'il a commencé à foncer dans l'enquête, il a vu que toutes ces pistes-là se réunissaient, c'est-à-dire que eux tous, ils étaient dans l'objectif du coup d'État et que les détournements qu'ils faisaient, c'était plutôt ce qu'on appelle les réserves de guerre. Donc quand Martinez commence à parler de détournement de la ligne 94, de la ligne 65, de la ligne 57, ça détruit à la fois Amougou et même Gongo.
Parce que Ngongo lui-même a récupéré les lignes, les mêmes lignes 94, 57 et 65 à travers les task force. Donc plus Martinez creusait, plus tout le monde était exposé. Ce sont les mêmes, regardez bien, les Atangandi et aussi Ngongo, qui refusent de négocier avec les anglophones. C'est eux qui sont en train de mettre le feu dans la guerre au Nozo. Vous avez vu, la Suisse, le Canada viennent tenter de vouloir apaiser, de faire que les différentes parties viennent s'asseoir sur la table. Mais qu'est-ce que Ngongo fait? Dès qu'il voit ça, boum, il lance avec Atangandi pour dire que non, 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 nous on ne veut pas ça, oh vraiment, on ne veut pas ceci, on ne veut pas cela, et tout, et tout, et tout. Que ce n'est pas ça, l'État, oh, l'État ne peut pas fléchir, l'État doit être droit dans les bottes, l'État est fort, l'État est ceci, l'État est cela. Résultat, aujourd'hui, le Cameroun, non seulement, ils ont mis un cycle de violence, mais surtout, ils ont aussi installé un véritable génocide. C'est génocide parce que quand on vend des armes, c'est quoi? Mais quand on vend des armes, quand on fait venir des armes, quand on vend la guerre, c'est que derrière, les puissances d'ailleurs, qui sont déjà eues à négocier avec, il y a des puissances qui sont derrière Ngongo. Il y a des puissances qui sont derrière tout ce clan-là, les Atangandi, qui doivent prendre le pouvoir. Et d'ailleurs, je crois que je vais un peu vous faire écouter l'analyse du professeur Pondi. Je crois que j'ai ça ici. Le professeur Pondi, je ne sais pas si je peux retrouver ça concernant la guerre. Oh là là. Avant que je ne revienne sur... Et c'est ça aujourd'hui qui fait que le Cameroun se retrouve donc au pied du mur devant la communauté internationale. Le Cameroun est au pied du mur, pourquoi? Parce que les crimes de guerre, les assassinats ciblés, les maisons brûlées par les Atangandi Boys pour rivaliser contre les séparatistes font aujourd'hui que Paul Biya et des membres du régime, de son régime, soient traduits devant la CPI. Ça, c'était les armes. Les armes, je vous ai déjà montré quelques photos là. Bon, si vous voulez, je vais vous montrer les armes qu'on a pu récupérer pour vous dire, ces gars-là, ils ne blaguent pas. Hein? Ils ne blaguent pas. Ça, c'est... Vous voyez, quand vous voyez une arme comme ça, vous voyez? Vous voyez les armes? Vous voyez les armes de guerre? Ça ne blague pas. Ces gens-là, regardez, regardez des armes comme ça. Voilà, donc, c'est comme ça. Je voulais mettre, je crois que le professeur Pondi, même comme nous n'avons pas assez de temps, nous aurions souhaité avancer. Il parle un peu de guerre. Par rapport à la guerre, mesdames et messieurs, chers étudiants, il faut bien comprendre une chose. La guerre, comme l'aide internationale, sont des outils de contrôle. Il faut bien comprendre ça. Tant que vous êtes en guerre, que vous vous tuez les uns les autres ont toute la latitude de se servir tranquillement. C'est ça. Et on va donc organiser et orchestrer. Oui, vous êtes nés au nord, battez-vous contre ceux du sud. Vous êtes des musulmans, battez-vous contre les chrétiens. Vous êtes les francophones, battez-vous contre les anglophones. Mais mesdames et messieurs, toutes ces distinctions ne sont même pas
dans notre culture. Qui parlait le français ou l'anglais ici avant la moitié du 19e siècle? Personne. Dans un pays comme le Cameroun, avant le 4 mars 1916, personne ne parlait ni le français ni l'anglais. Aujourd'hui, on nous dit, vous êtes francophone et vous êtes anglophone, il faut avoir des antagonismes. Pourquoi? Ce sont les mêmes tribus de part et d'autre. Et quand on discutait de ça à Berlin, qui de nous était là-bas? Parmi vos aïeux, vos grands-parents, ils étaient là-bas à Berlin? Non. C'est entre eux qui se sont séparés et appropriés illégalement la terre d'Afrique et le sol d'Afrique. Je répète, illégalement. Et aujourd'hui, on doit se battre. Pour quelle raison? La seule raison, c'est pour créer, en fait, la diversion est utilisatoire pour que continue le pillage. C'est tout. Tant qu'on n'a pas compris cela, nous allons jouer ce jeu morbide et funeste qui sera toujours entretenu et que nous devons nous-mêmes arrêter parce que nous avons compris les ficelles de ce jeu. Nous avons décidé d'arrêter. Un point, un trait. C'est tout. On n'a pas de permission à demander à qui que ce soit pour arrêter de s'entretuer quand même. On ne peut pas continuer comme ça. Être des enfants indéfiniment? Non. Non et non. Donc je dis que quand vous dites qui va le faire, mais c'est vous. Qui d'autre? Ce n'est pas les Martiens qui vont descendre pour arrêter les guerres ici. C'est bien nous. Qui est-ce qui vend les armes? En Afrique, il n'y a que 2 pays qui produisent très très peu d'armes. L'Égypte et l'Afrique du Sud. 98% des armes qui circulent en Afrique viennent des pays qui ne sont pas africains. Je m'en vais vous donner des statistiques. 80% des armes qui circulent dans le monde entier. En Afrique, il y a 500 millions d'armes dites de petit calibre. 500 millions, un demi-milliard. Je dis 80% des armes qui circulent dans le monde entier aujourd'hui proviennent, non, ont la nationalité, soyons clairs, ont la nationalité des 5 pays qui siègent au Conseil de sécurité. Vous comprenez bien ce que je dis, hein? C'est-à-dire, ceux qui nous parlent de paix, la seule chose à laquelle on est en droit de s'attendre, c'est une résolution portant interdiction de produire des armes. Pas de les utiliser, mais de les produire. Ils ne le feront jamais. Pourquoi? Parce que le commerce des armes est le premier commerce au monde. Mais pour qu'on continue à produire des armes, il faut qu'il y ait des guerres. Et pour qu'il y ait des guerres, il faut qu'on crée des animosités, des antagonismes. Et il faut donc qu'on trouve des gens qui ne comprennent rien à tout ce qui se passe. Où sont-ils? En Afrique d'abord. L'autre est différent de toi. Bats-toi contre lui et tue-le. Mais qui vous achetez les armes où? On ne les produit pas. On achète chez eux. Si vous voulez faire une ferme de 100 hectares, vous n'allez trouver aucun argent. Mais si vous voulez acheter des armes, on va mettre à votre disposition, sous 48 heures, un protocole de prêt financier pour achat d'armes. Ce que je vous dis là, ce sont des vérités. Si vous voulez faire de l'agriculture ou de l'industrie productive, vous ne trouverez pas d'achat, vous ne trouverez pas d'accompagnement financier. Je vous disais tout à l'heure, accompagnement financier ou un appui financier. Mais si vous voulez acheter des armes, il y a plein de structures qui sont prêtes à vous en donner sous 48 heures. Parce que l'industrie des armes doit continuer à prospérer, à fonctionner par tous les moyens. Nous devons donc dire en tant qu'Africains que nous avons compris ce dont il s'agit et qu'à partir d'aujourd'hui, nous refusons de continuer dans ce piège. Voilà de quoi il s'agit. Et quand nous l'aurons fait, nous allons... Vous voyez donc que les armes et la guerre du Nozo, c'est quelque chose non seulement qui profite
à l'extérieur, mais aussi à ceux qui veulent prendre le pouvoir. Ils veulent ces soutiens-là. Voilà pourquoi est-ce qu'ils sont prêts à tuer. Et voilà pourquoi est-ce qu'ils ne comptent pas lâcher le pouvoir. Ils veulent absolument faire un coup d'État. Et parce qu'ils savent qu'actuellement, s'ils ne sont pas au pouvoir, ils finiront en prison. Et pourquoi? Parce que beaucoup de crimes ont déjà été répertoriés au Cameroun. Et que de plus en plus, ils voient comment l'étau est en train de se resserrer. Ils savent qu'ils finiront à la CPI pour crimes contre l'humanité, pour crimes de guerre, pour génocide. Voilà pourquoi ils font entrer des armes que nous ne devons pas lâcher. Parce que si nous perdons, nous irons à la CPI, comme beaucoup d'autres avant nous. Et le problème du Cameroun est actuellement pendant à la CPI. Et nous venons encore d'avoir une démonstration avec le Forum panafricain qui vient de porter plainte contre Biya et les membres de ce régime, donc en tête à Tanganji, Ngongo et les généraux et beaucoup d'autres ministres. C'est une liste au moins de 150 personnalités. Bien évidemment, et certains vont dire, oh, ce n'est pas, en tout cas, nous on est à l'abri parce que le Cameroun n'a pas signé, bien évidemment, le traité de Rome. Le traité de Rome, effectivement, qui date de 1998, n'a pas été signé par le Cameroun. Le Cameroun ne l'a pas ratifié, donc le Cameroun peut-être ne reconnaît pas la compétence de la Cour pénale internationale. Mais c'est une erreur gravissime de se couvrir de ce fallacieux prétexte dans la mesure où d'autres n'ont pas ratifié le statut de Rome, mais ont été bel et bien poursuivis par la Cour pénale internationale. Tout un chacun de nous peut encore se rappeler du Kenya. Le Kenya n'a jamais ratifié le traité de Rome. Mais les dirigeants kenyans ont été traduits à la CPI, arrêtés. Le Soudan n'a jamais signé le traité de Rome. Donc ne reconnaissait pas la compétence de la CPI. Mais tout un chacun sait que Omar Béchir a été condamné par la CPI et n'était même plus capable de voyager avec un mandat d'arrêt qui pendait à son nez depuis 2010 jusqu'à ce qu'il a d'ailleurs été renversé. Les gens ont oublié que très récemment, eh bien, c'est le tout-puissant Vladimir Poutine pour la guerre en Ukraine. Même si on sait qu'on ne peut pas exécuter ce mandat d'arrêt, mais la CPI a décerné un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. Mais Vladimir Poutine, s'il n'est pas arrêté, c'est parce que lui, il est puissant. Et peut-être quand il va perdre le pouvoir, on ne sait jamais. Peut-être que ce mandat sera exécuté. Mais une grande puissance comme la Russie, bon, il peut se taper la poitrine. On sait par exemple que Benjamin Netanyahou, dans la crise, la guerre avec la Palestine, le premier ministre israélien, la CPI a adressé bel et bien un mandat d'arrêt international. Pourtant, ni la Russie, ni Israël ne sont partis de ce qu'on appelle le statut de Rome. Le Cameroun, c'est qui devant ces pays-là? C'est les grandes puissances. Encore que Biya ne sera pas là éternellement. Encore qu'eux-mêmes
sont en train de voyager. Et puis, il faut regarder celui qui a saisi. L'organisation qui a saisi cette fois-ci, la Cour pénale internationale. L'organisation qui a saisi, c'est, comme j'ai dit, Pan-African Forum. Ce n'est pas un Camerounais. C'est un milliardaire ougandais. Multimilliardaire ougandais. Lui-même qui était d'abord un employé de la NASA, puis il est entré dans la rébellion. Donc, l'Ouganda a eu le même problème que le Cameroun. Et ils ont créé la LRA, comme les autres ont créé l'Ambazonie, donc ils avaient des armes. Ils ont commencé à combattre le pouvoir central. Le pouvoir central a dit que vous allez voir ce qu'on va voir, ce que vous allez voir dans les années 90 et tout et tout. Puis, la guerre a commencé alors que, exactement comme au Cameroun, on disait qu'on va vous finir en quelques 10 jours tout simplement. Ça a commencé à s'enliser. Les gars ont commencé à s'équiper. Donc l'homme qui porte, c'est-à-dire que la LRA a même été classée comme une organisation terroriste par les États-Unis. Malgré tout, à la fin, on a demandé qu'on négocie avec la LRA. Que non, on ne pouvait rien. Voilà comment est-ce que celui qui porte plainte là, c'est Dr David, comment on appelle là, Nikorouache. David Nikorouache Matanga. Donc, il est chairman de Pan-African Forum Ltd and World Media Ltd, dont le siège est au Royaume-Uni. Et je vous fais comprendre que, à l'époque lui-même, avec leur organisation, ils étaient accusés avec 33 chefs. Ils avaient 33 chefs d'accusation. Mais le pouvoir n'a pas réussi à les vaincre par les armes. Et là, maintenant, quand il va saisir le procureur de la CPI, c'est parce que lui, il est déjà habitué. Et parce qu'il connaît les rouages là-bas, parce qu'il faut savoir que l'ancien procureur, Fatou Ben Saouda, c'est son ami intime. Il a des rapports privilégiés. Vous allez peut-être dire que, oh, mais d'où sort-il? Oh, machin, est-ce qu'il est camerounais? Je vais vous dire que pour ce qui concerne les mandats d'arrêt contre Netanyahou, c'est l'Algérie qui a déclenché ça. Et ce n'était pas l'État. C'était la société civile. Donc le barreau, je crois qu'il y avait aussi quelle association, il y avait des associations et tout ça. Donc, lui, il a saisi la CPI en fonction de l'article 15. Cet article 15 dit que pour saisir le procureur, c'est-à-dire qu'il saisit le bureau du procureur pour faire un examen préliminaire. Et pour faire cet examen préliminaire, c'est qu'il manque aux autres. Parce qu'ils partaient directement. Et là, on leur disait, non, 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 on ne peut pas, et tout. Vous ne pouvez pas saisir directement que tout. Vous demandez une enquête préliminaire, un examen préliminaire. Mais il faut préparer le dossier avec des preuves alléguées de ce qu'on peut appeler atteinte aux droits de l'homme, au droit international. Donc c'est un dossier en béton. Je vais d'ailleurs vous lire l'extrait de sa lettre qui est adressée au bureau du procureur. Nous sommes conscients que, malgré le fait que le Cameroun ne soit pas un État partie du statut de Rome, nous exhortons le bureau du procureur à exercer ses pouvoirs proprio motu et à évaluer si les actes que j'ai soumis à votre bureau le 22 novembre 2024
relève de la compétence de la CPI. Un résumé des crimes allégués est contenu dans la demande soumise à votre bureau. Le gouvernement du président Paul Biya est impliqué dans de graves violations du droit international, y compris des attaques ciblées contre les civils. La demande d'action repose sur l'ampleur et la gravité de ces crimes allégués. Nous croyons que la Cour pénale internationale est particulièrement bien placée pour agir en tant que mécanisme de responsabilité. Là où les recours internes ont échoué. Il disait bien qu'il parle des recours internes. C'est-à-dire, il veut dire que le régime, bon, on a tout fait au Cameroun là-bas, ça n'a rien donné. Et ça, directement, il met la CPI au pied du mur, dos au mur plutôt. Il poursuit. Nous demandons spécifiquement un examen préliminaire. Vous voyez le jeu des mots. Un examen préliminaire de la situation au Cameroun. Il existe un schéma continu d'impunité pour les auteurs des atrocités. Et vous avez pu le constater. Vous-même. Avec les derniers événements qui sont arrivés. Je continue. Une enquête de la CPI enverrait un message fort en faveur de la responsabilité et pourrait dissuader de nouvelles atrocités. Nous estimons que la CPI, non seulement la Cour pénale internationale, non seulement dans les conflits, doit intervenir non seulement dans les conflits Russie-Ukraine, Israël-Palestine, mais aussi en Afrique, en utilisant le proprio motu. Nous vous exhortons à prendre des mesures immédiates pour résoudre cette situation critique en Afrique. Les habitants du Cameroun et la communauté internationale regardent la Cour pénale internationale comme un symbole d'espoir pour la justice et la protection des droits humains. Certains pouvaient se dire que cette procédure est vouée à l'échec. Mais non. Parce que contrairement aux autres, qui souvent ont été engagés par des Camerounais, cette fois-ci, quand on regarde cette structure, elle a pris des dispositions importantes pour pouvoir atteindre son but. Et dans ce but, justement, elle a lui accompagné son dossier avec des crimes de Garbu, où il y a eu l'assassinat de 22 personnes. Dans le dossier, il y a les écoles qui ont été brûlées, les hôpitaux ou les villages qui ont été rasés. Vous savez que l'affaire de Garbu, le gouvernement a reconnu. Mais jusqu'à présent, personne n'a été indemnisé. Et puis, on ne sait pas là où c'est allé. C'est le gouvernement lui-même qui a reconnu. Et du coup, il faut savoir que rien que ça, documenté, est déjà très dangereux contre le régime Biya. Et contrairement aux autres époques, où le procureur ne s'occupait même pas de balancer comme ça, immédiatement, le procureur Khan a réagi de la CPI. Karim Khan, voilà ce qu'il a répondu. En vertu du statut de Rome de la Cour pénale internationale,
le bureau du procureur de la République peut analyser des informations sur des crimes allégués relevant de la compétence de la CPI. Cela ne peut se produire que lors d'examens préliminaires. Ainsi que dans le cadre de situations sous enquête. Or, l'affaire du Cameroun est déjà sous enquête à l'ONU. Vous vous souvenez qu'il y a eu justement un débat au Conseil de sécurité de l'ONU. Et vous savez que le Cameroun vient de passer devant le comité contre la torture de l'ONU. Dans les dossiers envoyés, comme je vous ai donc dit, il y a l'incendie des 50 maisons en 2019. Il y a le rapport d'Amnesty International, parce que je vous ai déjà parlé d'Ngarmu. Il y a les rapports d'Amnesty International et Human Rights Watch. Dans ces rapports, on parle des exécutions extrajudiciaires, des arrestations arbitraires, de la destruction des villages du Nozo, des déplacements massifs, des attaques indiscriminées avec usage excessif de la force militaire contre les civils non armés. Bien plus, le rapport de l'ONU lui-même dit que depuis 2019, au Nozo, il y a déjà eu 6000 morts et plus d'1 million de déplacés internes comme externes. Ce monsieur qui, ou plutôt ce qu'on appelle le Forum panafricain, qui vient donc de l'Ouganda et qui est international, c'est un grand réseau. Et ce réseau vient s'ajouter à une mauvaise période pour Biya. Parce que Trump arrive au pouvoir. Et ça arrive aussi au moment où International Crisis Group avait déjà poussé l'ONU à examiner le cas du Cameroun. Et d'ailleurs, dans un rapport publié le 2 mai 2019, International Crisis Group, en abrégé ICG, appelait la CPI à l'intervention au Cameroun. Voici ce que disait le rapport. Je vous donne un extrait. Les séparatistes vivent dans l'utopie d'une indépendance prochaine. Et le gouvernement, quant à lui, se berne d'illusions quant à la possibilité d'une victoire militaire à court terme. La procureure de la République et la procureure de la Cour pénale internationale devraient faire part de son intention de lancer les enquêtes préliminaires sur l'abus des deux parties. Ceci pourrait engager le gouvernement à ordonner ses propres enquêtes et engager, le cas échéant, des procédures pénales, ainsi qu'à dissuader de nouveaux abus contre les civils. Cela indiquerait aussi aux séparatistes que leurs actions violentes suscitent la réprobation internationale. Fermez les guillemets. Il y a eu la sortie d'une chercheure également de l'Afrique centrale de l'ICG, Hans de Marie Hengop, qui, devant le Conseil de sécurité, avait dit ceci: il y a des crimes qui sont de la compétence de la CPI, notamment des crimes de guerre.
quand il y a un ciblage systématique, quand il y a des tirs visant des civils de façon répétitive, quand des écoles, des hôpitaux et des villages entiers sont incendiés par des forces de sécurité, nous pensons qu'il y a crime de guerre. N'oubliez pas que quand le Conseil de sécurité de l'ONU siège, le gouvernement ne voulait pas. Le régime de Yaoundé s'était opposé. Ils avaient utilisé les Macron et tout pour que cela n'ait pas lieu. Mais il y a eu aussi l'arrivée au Cameroun du Haut Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Michel Bachelet, c'était la même année, plus particulièrement, je crois que c'était le 6 mai 2019, parce qu'elle avait été reçue par Paul Biya. Elle avait publié un communiqué où elle dénonçait les groupes armés et les forces armées du Cameroun de commettre des crimes. Voici ce que le bout du communiqué. Un extrait. Les civils pris au piège entre les deux puissantes forces opposées, bien qu'asymétriques, sont de plus en plus vulnérables aux abus meurtriers et aux violations perpétrées de part et d'autre. Fin de citation. Elle avait déclaré ça le 6 mai. Et le 13 mai 2019, c'est-à-dire que 6 mai, le 13 mai 2019, direct, c'est-à-dire quelques jours seulement après, il y avait la réunion informelle. Ils avaient appelé ça informelle. Du Conseil de sécurité de l'ONU. Et ce Conseil de sécurité de l'ONU, c'était à l'initiative de qui? Des États-Unis. À cette époque, qui était au pouvoir, ok. Vous avez compris, non? Donald Trump. Donc, un bout de son communiqué disait, bon voilà, on finit. Dans la réunion du conseil informel, Human Rights Watch avait mis une sérieuse pression. Et d'ailleurs, Human Rights Watch avait écrit ceci. À la suite de cette réunion, le Conseil de sécurité de l'ONU devrait inscrire la situation du Cameroun parmi les sujets à son ordre du jour, officiel, régulier, et insister auprès des autorités pour qu'elles ouvrent des enquêtes sur les membres des forces de sécurité. Qui sont réputés avoir commis des meurtres, des destructions de biens, et poursuivre en justice des individus responsables. Ils devraient également faire savoir publiquement aux groupes séparatistes que leurs chefs seront tenus responsables. Alors, lorsque vous voyez tout ça là, ceux qui disent que, oh non, on est à l'abri de la CPI. Non seulement il y a une ONG, enfin, il y a un grand mouvement qui déjà connaît la CPI de l'intérieur. Mais surtout, il y a les États-Unis derrière, parce que tout et chacun connaît comment est-ce que l'ancien secrétaire d'État américain mettait le feu. Paul Biya a échappé de justesse parce que Trump n'était pas passé. Voilà Trump qui revient. Et voilà les listes qui recommencent. Comment ça va se passer? Les attendants, ils sont finis. Parce que Biya peut échapper par son âge, mais aussi peut-être même par la Constitution,
Parce qu'il faut savoir qu'il est couvert par l'immunité. Enfin, c'est ce qu'il a voulu se faire. Mais les Atangandji, ils vont faire comment? Avec tout ce qu'il y a déjà eu là, comme le sang. S'ils ne prennent pas le pouvoir, les gars là, ils finiront à la CPI. Il faut savoir que non seulement à partir de ce qu'on appelle l'examen préliminaire, dès que le procureur voit qu'il y a des éléments concordants, bim, il lance une enquête. Mais aussi, il faut savoir que le Conseil de sécurité avait déjà siégé. Or, le Conseil de sécurité est habilité à saisir directement le procureur de la CPI. Donc, tout est fait pour que ceux-là, qui sont là tantôt en train de maltraiter les avocats, en train de tirer sur les gens, quand ils vont passer à la CPI, c'est là qu'ils vont lire leur âme. Parce qu'ils oublient aujourd'hui que ce billet, lui, il a fait. Je vais vous lire l'article 53. Parce que il a créé l'article 53, je crois, en 2014. Pour se protéger. Pendant l'exercice de son pouvoir, qu'on ne peut pas le poursuivre. Et même après, mais sauf que ces lois-là s'arrêtent au Cameroun. Bon, on se dit quand même par rapport à l'âge, voilà. La loi disait ceci, l'article disait ceci, c'est-à-dire que l'article 53 de la loi constitutionnelle du 14 avril 2008 qui parle de l'immunité du président de la République, bref, de l'irresponsabilité. Voici ce que ça dit. Le président de la République ne peut être mis en accusation, que par l'Assemblée nationale et le Sénat statuant par vote identique au scrutin public et à la majorité des 4/5 des membres qui les composent, les composants. Les actes accomplis par le président de la République en application des articles 5, 8, 9 et 10 ci-dessus sont couverts par l'immunité et ne sauraient engager sa responsabilité à l'issue de son mandat. Donc il n'y a que Biya qui est couvert même par la loi au Cameroun. Donc même si un autre régime vient là, Atangandji, Ngongo, les Motazé et tous les bandits là, prison, c'est-à-dire on n'aura même pas besoin de la CPI. Vous allez rendre compte au peuple camerounais du sang que vous avez versé, du trafic d'armes que vous avez fait, de la distraction des fonds publics et surtout des crimes contre l'humanité que vous avez commis, des guerres fratricides que vous avez organisées en important des armes, en faisant venir des mercenaires, juste parce que vous avez bénéficié d'un décret présidentiel. Mais rien n'est éternel.